Aujourd'hui, on va parler visa de travail. Quel visa de travail faut-il pour partir travailler aux États-Unis? Comment faire pour avoir ce visa de travail? Quels sont les critères à analyser quand on vous propose un visa de travail? Quels sont les avantages et les inconvénients? On analyse ça ensemble tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue chez moi, ici aux États-Unis, chez Mom à la française. Sur cette chaîne, je partage avec vous notre expérience de l'expatriation en famille aux États-Unis et je vous aide à répondre aux milliers de questions que vous devez vous poser dans le cadre de votre propre préparation du départ. Donc, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Je partage des nouvelles vidéos chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler visa de travail. La condition sine qua non pour partir, c'est d'avoir une proposition d'une entreprise et même un contrat de travail signé pour obtenir votre visa. Vous ne pouvez pas juste venir aux États-Unis avec un simple visa touristique et chercher du travail une fois que vous êtes ici. Si vous n'êtes pas résident permanent ou citoyen américain, il vous faut un visa de travail et donc ça veut dire qu'il vous faut être sponsorisé d'abord avant même de venir par une entreprise. Sauf exception, les visas qui vous seront proposés, ce seront les visas L1 et H1B. Donc on va regarder tout de suite les différents critères à analyser là-dessus. Je ne suis pas avocate spécialiste de l'immigration américaine et le droit de l'immigration américain est extrêmement complexe, d'autant que chaque situation de chaque famille est totalement unique. Je vous propose de vous servir de cette vidéo pour établir la liste des questions que vous poserez ensuite à un avocat spécialiste de la question ou au service des ressources humaines de l'entreprise qui vous fait la proposition de travail et donc de visa. Quels sont les avantages et les inconvénients du L1 et du H1B? Il y a évidemment des critères objectifs à considérer, à analyser, mais gardez en tête qu'il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise solution. Et tout dépend absolument de votre schéma familial, de l'âge de vos enfants, de votre conjoint et de ses projets, et de votre projet d'expatriation en général. Donc je vais vous présenter 9 critères, 9 points essentiels à analyser. C'est parti. Point numéro 1 à analyser, la durée de votre expatriation et du visa. Est-ce que vous pensez partir 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus longuement? Ça, c'est un premier point. Quel est l'âge de vos enfants? Parce que ayez en tête que les enfants à partir de leur majorité, donc de 21 ans aux États-Unis, devront avoir leur propre visa. Donc, si vos enfants sont déjà adolescents, c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Le visa L1, c'est un visa de 3 ans qui est renouvelable une fois pour 2 ans. Donc au maximum, vous avez 5 ans autorisés sur le territoire américain. Et c'est 5 ans pleins. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le même système que le temps additionnel au foot, c'est-à-dire que le temps que vous n'avez pas passé aux États-Unis pendant ces 5 ans est rattrapé ensuite à la fin du visa. Exemple, vous partez en déplacement professionnel ou personnel à l'étranger, ce temps ne compte pas dans le temps du visa. Il est ajouté ensuite. Et vous avez donc vos 5 années pleines, qui peuvent correspondre à un peu plus que 5 ans civils. Après ces 5 ans, vous avez l'obligation de quitter le territoire américain, sauf si vous avez changé de visa entre-temps, que vous êtes passé en visa H1B, ou que vous avez évidemment obtenu votre carte verte. Dans le cadre du visa H1B, c'est un visa de 3 ans, mais renouvelable une autre fois pour 3 ans. Il est ensuite renouvelable chaque année, à condition d'avoir déjà postulé pour obtenir une carte verte. Et donc c'est un visa qui offre un petit peu plus de flexibilité, de souplesse et un peu plus de vision à long terme, sachant que l'obtention d'une carte verte est toujours très long. Point numéro 2, le statut de votre conjoint et de vos enfants. Ce que l'administration américaine appelle conjoint, c'est donc le mot spouse en anglais, c'est un mot qui signifie que vous êtes censé être marié. Et donc spouse n'est pas genré, c'est un homme ou une femme avec qui vous êtes civilement marié. Vos enfants doivent être mineurs au moment du départ, donc âgés de moins de 21 ans,
et doivent être eux-mêmes célibataires, non mariés. Si vous avez un visa L1, vos enfants et votre conjoint auront un visa L2. Et si vous avez un visa H1B, vos enfants et votre mari ou votre femme auront un visa H4. Le point 3, c'est un point qui est très très important, c'est la possibilité de travailler pour le conjoint. Donc dans le cadre du visa L1, L2, le conjoint est tout à fait éligible à l'obtention de ce qu'on appelle un EAD, Employment Authorization Document, donc un permis de travail ou autorisation de travail. L'autorisation est accordée assez facilement. Pour ça, il suffit de remplir un dossier, de payer des frais de 410 $ et d'attendre, puisqu'en fait la délivrance de l'autorisation de travail est assez imprévisible. Ça peut mettre entre 3 et environ 10 mois, sans que vous sachiez pourquoi et comment, etc. Alors en temps de Covid, c'est encore pire, les délais peuvent s'allonger jusqu'à 18 mois, mais j'ai bon espoir que les choses s'améliorent dans les mois à venir. Donc avec un EAD, vous pouvez tout aussi bien être salarié d'une entreprise que créer votre propre entreprise. Donc ça, c'est beaucoup de flexibilité pour le conjoint qui est sous L2. Avec un visa H4, vous ne pouvez pas travailler. Il y a 2 exceptions cependant. Premièrement, lorsque vous avez postulé pour obtenir une carte verte et que vous êtes en fait dans la phase finale vraiment de l'obtention, que vous avez déjà complété le formulaire I-140 auprès de l'administration qui s'occupe de l'immigration aux États-Unis, qui s'appelle le USCIS, vous avez l'autorisation de travailler. Mais ça arrive en toute fin de process pour obtenir la carte verte, ce qui veut dire que ça fera déjà peut-être 3, 4, voire 5 ans que vous serez aux États-Unis. Donc il faut avoir en tête que vous ne travaillerez pas avant un certain nombre d'années. La deuxième exception pour travailler, c'est qu'en fait, une fois que vous êtes sur le territoire américain avec votre visa H4, vous pouvez très bien postuler à des emplois aux États-Unis et trouver une entreprise qui voudra bien sponsoriser votre propre visa H1B. Ce qui veut dire que vous et votre conjoint aurez chacun un visa H1B différent. Mais c'est tout à fait possible et ça ne pose pas de problème. Notez bien, attention, que sans cette fameuse EAD, vous n'êtes pas autorisé à travailler pour qui que ce soit tant que vous êtes aux États-Unis. Donc même si vous envisagez de travailler pour une entreprise française à distance, c'est impossible. Tant que vous êtes sur le territoire américain, vous devez avoir une autorisation de travail pour travailler. Quatrième point, le travail des enfants. Alors, le travail des enfants, ici, c'est très commun pour les adolescents d'avoir un petit job à la caisse d'un supermarché ou peu importe. Les enfants qui sont avec un visa L2 ou H4 ne sont pas autorisés à travailler aux États-Unis et ils ne peuvent pas faire de demande d'autorisation de travail. C'est interdit. Ça veut dire que si vous avez des ados ou des jeunes adultes qui commencent leurs études, par exemple, ils n'auront pas le droit de se faire un peu d'argent de poche ou d'essayer d'aider à financer leurs études. Cinquième point, les conditions d'obtention des 2 visas L1 et H1B. Le visa L1, c'est un visa de travail mais de transfert. Donc il faut avoir travaillé au moins 1 an pour l'entreprise qui vous fait venir aux États-Unis avant de pouvoir postuler pour ce visa. Si l'entreprise fait bien son travail avec son service juridique, ses cabinets d'avocats pour faire ce qu'on appelle la petition, donc le dossier pour obtenir le visa auprès des services de l'USCIS, normalement, l'obtention du visa n'est pas trop compliquée. Pour un visa H1B, il n'y a pas de condition d'antériorité dans l'entreprise. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait être un nouvel employé, donc postuler depuis la France dans une entreprise qui est installée aux États-Unis et qu'elle vous fasse une proposition d'emploi pour vous faire venir de France aux États-Unis. Il y a certaines conditions, notamment de diplôme, qui s'appliquent. Et la condition la plus compliquée, c'est qu'en fait, le nombre de H1B attribués chaque année est limité. Donc, pour choisir les heureux élus, il y a une loterie.
qui a lieu tous les ans en mars et qui permet à ceux qui ont été tirés au sort de venir aux États-Unis au plus tôt en octobre suivant le mois de mars. Donc l'obtention d'un visa H1B a quand même un caractère aléatoire puisque ce n'est pas juste remplir un dossier, c'est vraiment aussi avoir de la chance. Si vous n'êtes pas tiré au sort et n'obtenez pas le visa H1B, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit la proposition de l'entreprise tombe à l'eau, et donc il faut recommencer à zéro, soit ils vont vous proposer de repostuler pour la prochaine loterie, ce qui est assez rare parce qu'en général, s'ils veulent recruter, c'est à ce moment-là et pas forcément attendre. Ou alors, ils vous proposent un autre visa et souvent, c'est le L1. Le sixième point, eh bien, c'est le délai d'obtention pour le visa. Dans le cadre du L1, l'obtention peut être assez rapide. Nous, il nous a fallu à peu près 3 mois pour que le dossier soit instruit par l'entreprise. Ensuite, aller à l'ambassade et obtenir donc le tampon de l'ambassade qui validait notre visa. Dans le cadre du H1B, le process est plus long puisque vous avez des contraintes de date de la loterie et de la possibilité d'entrer sur le territoire seulement quelques mois plus tard. Donc, c'est un process qui peut prendre une année. Si par exemple vous êtes déjà en discussion avec une entreprise en septembre, qu'ils vous font une proposition, il faut attendre mars pour participer à la loterie et voir le résultat du tirage au sort, et ensuite octobre pour venir si jamais vous avez été sélectionné lors de la loterie. Donc ça veut dire que ça fait, oui, un minimum à peu près d'une année pour ce process-là. Le point numéro 7, c'est un point essentiel. De qui est-ce que vous allez dépendre au niveau droit du travail, au niveau légal, lorsque vous serez sous le visa L1 ou le visa H1B. Avec un visa L1, vous pouvez dépendre soit de l'entreprise américaine directement, donc de la branche américaine, ou de la branche où vous étiez auparavant, donc en France. Et ça change tout. Je vous donne l'exemple d'une famille suisse qui était comme nous dans le New Jersey. Le mari était sous contrat L1, mais dépendait toujours de la branche suisse de l'entreprise. Ils ont passé 2 ans aux États-Unis et est arrivée la période pendant laquelle il fallait préparer le renouvellement de leur visa. Et lors de cette phase, l'entreprise a négocié avec lui puisqu'il devait passer sous contrat américain cette fois-ci. Et en fait, l'entreprise lui a fait une proposition de salaire 30% inférieure à ce qu'il percevait jusqu'alors, ce qui était totalement intenable par rapport à leurs charges et leur schéma familial. Donc, cette famille suisse, eh bien, elle a décidé de quitter les États-Unis et de repartir. Un autre exemple important, c'est toujours dans cette même famille. Donc, ils étaient rattachés à la Suisse, ce qui veut dire que leur assurance santé dépendait également de la Suisse. Un de leurs fils est diabétique et insulinodépendant, donc ils avaient des lourdes charges médicales. Et l'assurance suisse a refusé de prendre un certain nombre de factures à sa charge. Et cette famille en a eu pour plus de 20 000 $ de sa poche, ce qui ne serait sans doute pas arrivé s'ils avaient été sous contrat américain d'emblée. Donc, de savoir de qui vous dépendez, c'est essentiel pour bien planifier votre expatriation. Avec un visa H1B, il y a une seule solution, c'est d'être en contrat local, en contrat américain. Donc là-dessus, c'est très clair. Le point numéro 8, eh bien, c'est la possibilité de changer d'employeur. Une fois que vous êtes sur le territoire américain, que vous travaillez, ce n'est pas du tout exclu que vous ayez envie d'aller voir ce qui se passe dans une autre entreprise, de changer d'emploi ou d'être même chassé par une entreprise. Si vous avez un visa L1, vous ne pouvez pas changer d'entreprise pendant que vous êtes sous ce visa. La seule exception, c'est que vous trouviez une entreprise qui veut bien prendre en charge un visa pour vous et qui va faire toutes les démarches pour que vous ayez un nouveau visa sous son nom, puisque le visa dépend de votre entreprise et vous y êtes rattaché. Évidemment, ce sera plutôt un visa H1B, puisque vous n'aurez pas d'antériorité dans cette nouvelle entreprise. Donc vous ne pourrez plus être en visa L1. Un élément important à avoir en tête dans le cadre de cette mobilité potentielle. En général, l'entreprise qui vous fait venir aux États-Unis, donc qui est votre entreprise de départ dans le cadre du visa L1, vous demande un engagement pour un certain nombre d'années
parce qu'évidemment, elle doit faire face à des charges et des frais importants pour payer souvent votre déménagement, vos frais de visa, etc. Donc en échange, elle demande un engagement d'un certain nombre d'années et vous devez payer une sorte de dédommagement pour l'entreprise qui est généralement dégressif en fonction du nombre d'années où vous restez auprès de cette entreprise. Si vous êtes en visa H1B, vous pouvez tout à fait faire transférer votre visa auprès d'une autre entreprise. C'est l'entreprise qui s'occupe de ces démarches-là. Vous pouvez aussi avoir un engagement financier par rapport à l'entreprise qui vous a fait venir et donc avoir un certain nombre de frais à rembourser, tout comme ce qui se passe avec le visa L1. Point numéro 9, dernier point, la possibilité ou non de créer et exploiter sa propre entreprise aux États-Unis. Sous visa L1 comme sous visa H1B, ce n'est pas possible d'exploiter une entreprise qui n'est pas celle qui a sponsorisé votre visa. Ça veut dire que vous avez tout à fait le droit de lancer une entreprise ici, de créer une entreprise ou d'être un investisseur passif, mais vous n'avez pas le droit de travailler dans cette entreprise, même si c'est la vôtre et même si vous n'êtes pas rémunéré pour cela. Vous n'avez le droit de travailler que pour l'entreprise qui a sponsorisé votre visa. Alors, les visas L1 et H1B sont loin d'être les seuls visas qui existent. Si vous avez perçu que ces visas ne correspondent pas à ce dont vous avez besoin, à ce que vous espérez pour votre projet d'expatriation, il y en a des tonnes qui existent. Je vous invite à creuser la question des différents types de visas. Maintenant, je vous propose un petit exercice à faire avec votre conjoint. C'est de classer tous ces critères que je viens de vous lister en fonction de leur importance pour vous personnellement. Faites cet exercice chacun de votre côté, ce qui va vous permettre vraiment d'y réfléchir individuellement et ensuite vous mettez en commun. Ça vous aidera à être sûr d'être sur la même longueur d'onde et aussi à affiner votre liste de questions pour les avocats ou le service RH de l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les visas de travail. Donc j'espère que vous avez une idée maintenant plus claire sur les différences entre le L1 et le H1B. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Mom à la française et à cliquer sur la petite cloche en bas pour être averti de leur publication. Merci beaucoup et à très bientôt chez Mom à la française.